Bonjour et bienvenue. Alors, vous savez que sur ce site, je travaille à essayer de démontrer que l'humanité, dans son ensemble et sans le savoir, évolue vers son ultime perfection. Nous travaillons à construire la paix universelle, la fraternité, un fonctionnement totalement universel et symbiotique et écologique il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être dans 3, 4, 5 siècles, l'humanité aura atteint son ultime perfection. Et donc les humains qui vivront dans ce monde achevé, dans ce monde finalisé, seront des humains aboutis. Nos descendants, ça sera nos arrière petits-fils. En tout cas, de siècle en siècle, l'humanité travaille à perfectionner cette humanité. Donc, ma théorie est une sorte de théorie qu'on appelle téléologique, c'est-à-dire les réflexions qui s'intéressent à la fin dernière des choses de l'humanité. Quelle est la fin de l'humanité? Quel est le sens, la finalité, le but? Voilà. Et donc, d'autres philosophes, par exemple au XIXe siècle, les philosophes comme Saint-Simon, comme Auguste Comte, etc., ont réfléchi à ce cheminement de l'humanité et cette perfection possible de l'humanité. Et aujourd'hui, nous sommes 150 ans plus tard, ou presque 200 ans pour certains, on a d'autres éléments pour pouvoir démontrer qu'ils n'avaient pas tort, qu'ils avaient raison, en fait, que ce chemin était là. Et avant ces philosophes des Lumières, avant ces philosophes du 19e siècle, eh ben, les grandes religions y avaient pensé aussi. L'idée l'idée cyclique qui vise à atteindre une sorte d'âge d'or dans les spiritualités asiatiques, hindouisme, bouddhisme, zen, etc., taoïsme. Et puis de l'autre côté, les religions monothéistes qui pensent que l'humanité se dirige vers l'apocalypse. Et l'apocalypse, c'est la révélation, c'est-à-dire après le chaos, la fondation du paradis sur terre, en fait. L'endroit où le loup et l'agneau se coucheront ensemble, symboliquement, ce qui veut dire qu'en réalité, voilà, il n'y aura plus du tout l'homme qui aujourd'hui est encore un loup pour l'homme, ne le sera plus. Voilà, ça sera un agneau pour l'homme. Alors, pour évoluer, je m'appuie sur, par exemple, des fiches comme ça. Parfois, c'est des ouvrages. Mais là, par exemple, j'ai pris ces fiches et j'ai pris celle-ci. La dernière, c'était celle-ci. Faut-il comprendre son passé pour construire son avenir? Alors, il y a la thèse, oui, l'histoire collective, etc. L'antithèse, non. Et puis la synthèse, qui est la conclusion à l'arrière. Alors, j'ai fait la thèse. Oui, donc, on apprend par expérience. Comprendre le passé aide à construire l'avenir. Et à un certain moment, dans cette petite page, donc c'est celle-ci, c'est 2 petites pages de résumé, en fait, c'est des fiches pour les étudiants, je suppose, hein, à l'époque. Alors, dans la page qui était la thèse, oui, il parle de Hegel et de la fin de l'histoire. Et alors, ça me permet de penser que la fin de l'histoire, c'est
c'est cette finalité dont je parle. Alors, de nombreux penseurs y ont pensé, comme Hegel, entre autres, et puis bien d'autres. Le problème, en fait, c'est que tous ceux qui y ont pensé, plus ou moins, Hegel, puis plus tard Fukuyama, il n'y a pas très longtemps, etc., pour qui la fin de l'histoire avait déjà sonné. En fait, ce que je me suis rendu compte, et je l'ai écrit sur la mécanique universelle, c'est que la plupart des personnes qui pensent à l'évolution de l'humanité, et ça a été mon cas au début d'ailleurs, on ne peut pas sortir de notre propre existence. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est dans le moment, qu'on appartient au moment de la fin de l'histoire, pour ceux qui pensent comme ça, que c'est très proche, que c'est maintenant. Et en fait, il a fallu que je me décroche de cette idée pour comprendre qu'il fallait encore plusieurs siècles d'évolution pour arriver au bout. Et évidemment, on espère tous, on a tous l'impression, surtout dans ces... et pour Hegel, le monde allait changer parce que Napoléon venait allait faire fusionner toute l'Europe, le monde entier allait partir dans ces choses. Les Saint-Simon, les Auguste Comte, les Fautrier, etc., les Marx éventuellement, avaient le sentiment que le progrès allait pouvoir changer rapidement les choses et que la perfection était proche, qu'on était pratiquement au moment. Donc, en fait, je me suis rendu compte que c'est peut-être un peu lié à l'orgueil, hein, c'est-à-dire qu'on découvre quelque chose et on voudrait que ça soit tout de suite, en fait. On voudrait y participer. On ne peut pas imaginer, c'est difficile de penser que ce qu'on pense, ça concerne 4, 5, 6 siècles après nous. Parce que déjà là, on est perdu. Et puis, c'est ce que j'ai retrouvé des fois quand j'ai parlé à des gens, quand je dis l'humanité va vers sa perfection, mais c'est dans 5, 6, 7 siècles, peut-être 10 siècles, peut-être 3 siècles, peu importe, on ne sait pas. Oui, mais on s'en fout, on ne sera plus là. Voilà, la phrase, c'est celle-ci. Et en réalité, cette phrase, elle montre notre orgueil, hein, elle montre notre narcissisme, notre incapacité à penser pour les autres, à penser pour autrui, à se projeter pour nos futurs descendants. Et en plus, c'est nos enfants, si on y réfléchit. Dans 400 ans, évidemment, on ne peut pas s'imaginer ce qu'ils seront. On arrive à penser à nos enfants, nos petits-enfants, et en forçant un peu, penser à nos petits-enfants qui ont 4, 5 ans, 6 ans, quand ils auront 30 ans, ils auront des enfants, et ces arrière-petits-enfants. Et après, c'est fini, on ne peut même plus imaginer parce qu'on ne les verra pas. Et évidemment, ça donne un sentiment comme ça, où il faut un altruisme absolu pour penser à 30 générations ou à 4, 5, 6, 10 générations après nous. C'est très difficile. Et pourtant, eh bien, on travaille pour eux sans le savoir. Donc on est des altruistes sans le savoir. Et il est important qu'à un certain moment, l'humanité prenne conscience qu'elle est altruiste, que nous sommes des altruistes. Justement, pour Auguste Comte, l'altruisme, c'était le sentiment fondamental de l'humanité. C'est vrai. Mais il n'avait pas conscience que nous sommes tous des altruistes sans le savoir. On donne tous notre existence à l'évolution de l'humanité et on ne fait que ça. On apparaît sur Terre, on croit qu'on travaille pour soi, pour son clan, pour sa famille, pour sa patrie, pour sa communauté religieuse, pour son village, peu importe.
Mais en réalité, on travaille essentiellement pour l'humanité. Parce que tout ce qu'on fait, même pour sa famille ou pour soi-même, on le laisse ici et ça revient au tronc commun de l'évolution de l'humanité. Dans 4, 5, 6 siècles, ce que j'aurais construit, ou j'en sais rien, même pour celui qui aura fait une maison et qui voudra laisser à sa descendance, à sa famille, etc., à ses enfants. Mais dans 500-600 ans, c'est fini. Elle sera passée dans des dizaines de mains différentes. Voilà. Donc, il y a cet altruisme dont on doit prendre conscience pour nous voir avec plus de bienveillance. Parce que si on se voit vraiment comme des altruistes, des gens qui nous sacrifions au fond pour autrui, pour quelques petits plaisirs, voilà, on travaille une vie entière, le temps de notre existence, on le donne tout à l'humanité et avec quelques récompenses qui sont infimes. Hein, c'est voilà, ben tu as un peu du plaisir sensuel avec la femme que tu épouses ou l'homme que tu épouses, du plaisir gustatif avec les petits repas que tu peux te procurer, des plaisirs amicaux avec quand tu as fini ta journée de travail, tu passes du temps avec tes amis ou le week-end, etc. où tu fais, voilà, puis les vacances, puis ci, puis ça. Mais bon, c'est juste les récompenses pour notre travail. Et le travail, c'est pas uniquement le travail qu'on réalise, parce que quelqu'un qui ne fait aucun travaille pour l'humanité. Et c'est là où on peut aller contre Auguste Comte, qui, j'ai écouté ça ce matin sur une émission de France Culture, pour Auguste Comte, je ne savais pas, mais il pensait qu'il y avait des parasites, des êtres humains qui, parce qu'ils ne travaillaient pas, parce qu'ils n'étaient pas solidaires, parce qu'ils n'étaient pas altruistes, parce qu'ils ne travaillaient pas pour l'humanité de façon directe, étaient des parasites qu'il fallait nourrir, qu'il fallait, etc., etc. Et qu'il préconisait d'éliminer d'une certaine façon. Et cette vision d'Auguste Comte, qui était une vision ultra généreuse, qui était une vision justement magnifique hein, de l'évolution, voilà, de travailler pour l'humanité, de cette montée. D'abord on travaille, d'abord on est complètement égoïste, on est attaché à sa mère, puis après à sa patrie, puis après justement à l'humanité. C'était ça la montée, comme ça, vers l'humanité, vers la conscience de l'humanité. Mais il n'a pas compris, à l'époque il n'avait pas les moyens, mais il n'a pas compris qu'en réalité, même ceux qu'il traite de parasites travaillent autant que quelqu'un qui travaille. Parce que d'abord ils servent de défouloir à ceux qui ont de la haine et qui ne savent pas comment l'exprimer, donc voilà, qui vont dire ils foutent rien, ils servent à rien, etc. Regardez-moi, ça veut dire regardez-moi tout ce que je fais, regardez-moi, voilà. Aimez-moi au détriment de tous les autres, voilà, privilégiez-moi. Et alors ça, et puis il y a ça oblige l'humanité à travailler sa solidarité, etc., etc. Et puis par leur souffrance, parfois le fait de ne pas travailler, parce qu'ils n'y arrivent pas, etc., la société humaine est obligée de développer son empathie, sa conscience des choses, comprendre que c'est infime, les gens d'abord qui ne travaillent pas vraiment par décision, quoi. La plupart sont pas heureux de ne pas travailler, etc. Et donc, ils ont un rôle, ils travaillent comme, c'est ce que j'ai démontré sur la mécanique universelle, que le mendiant au coin d'une rue travaille autant que le sociologue qui va qui va écrire des livres pour critiquer la société qui
abandonnent des gens sans domicile fixe, etc., ou qui sont obligés de mendier pour vivre. Donc le sociologue va travailler directement comme ça, et puis le mendiant, lui, il travaille à ça, puisqu'il se met à la vue de tous. Quand on passe, on est obligé de réfléchir, on est obligé de penser, il nous oblige à dire ben, cette société est injuste, je ne suis pas d'accord, etc., à lutter contre l'injustice de la société, ou alors à nous confirmer à être des malveillants, à dire oui, c'est bien fait pour lui, etc. Voilà, quelqu'un qui va dire ça, par exemple, il va, de toute manière, il a cherché, s'il est dans la rue, il n'a qu'à travailler, etc. Mais quelqu'un d'autre à côté va être révolté, va lui dire, mais tu te rends compte comment tu parles, c'est idiot. Voilà, donc il agit, voilà, il stimule des choses où les gens doivent prendre une position, etc., etc. Donc il travaille autant que le sociologue. D'une autre manière, il travaille à travers sa souffrance, le mendiant, et mais il n'y en a qu'un qui reçoit les honneurs. C'est le sociologue. On va dire merci, quel livre vous avez écrit, etc. Mais sans les SDF sur lesquels il écrit, son ouvrage n'existe pas. Donc c'est un travail conjoint, en réalité, entre ceux qui travaillent en donnant le sentiment qu'ils ne travaillent pas, et puis ou qu'ils apportent rien, et personne n'apporte rien à l'humanité. Tout le monde apporte, à partir du moment où il naît, même s'il meurt dans l'heure, il a fait son travail. Il a donné la totalité de son existence. Et en une heure, eh ben, il a bouleversé toute une famille. Il a travaillé le cœur d'une mère qui va devoir vivre avec ça, faire passer son chagrin, les gens vont venir pour la soutenir, etc., etc. Elle va pouvoir distinguer ceux qui sont proches d'elle et ceux qui ne le sont pas. Son mari va devoir se comporter d'une certaine manière, et tout ça, ça va être parce qu'un enfant va avoir la mort du nourrisson, par exemple. Donc tout être humain travaille. Sauf qu'il y a des travaux qui se voient, il y a des travaux qui ne se voient pas, mais tous travaillent. Voilà la phrase. Alors, je vais lire, là je vais arrêter sur cette vidéo, mais je vais lire plutôt, je ne vais pas m'appuyer sur la fin de cette fiche, je vais reprendre ce que Wikipédia écrit sur la fin de l'histoire. Donc les articles qui ont été écrits un peu par tout le monde. Et c'est une sorte de résumé, ça permet de voir un peu tous ceux qui ont pensé à cette fin de l'histoire, et sans être obligé de lire leurs œuvres, etc. Alors je lis. La fin de l'histoire est un concept philosophique qui trouve sa source dans certaines exégèses des travaux de Hegel, notamment dans les travaux du philosophe français Alexandre Kojève, qui a écrit sur Hegel. Il a été remis au goût du jour après la chute du mur de Berlin par le chercheur américain Francis Fukuyama comme terme final de l'histoire. Et alors, je m'oppose justement à la façon dont Francis Fukuyama pense la fin de l'histoire. Mais voilà, on le développera sur la chose. Si cette dernière interprétation a été fortement contestée à la suite des événements des années 1990, donc voilà, ça remettait en cause quand Francis Fukuyama pensait que le libéralisme, le fait que le capitalisme a vaincu le communisme, l'URSS, à la chute de l'URSS, le communisme, il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus de dissension, et donc le libéralisme allait devenir amener l'apothéose de l'humanité. On voit bien que ça ne fonctionne pas comme ça. 30 ans après,
on voit la catastrophe que c'est un système qui devient tout puissant quand il n'a pas son contradicteur. En fait, tant que le communisme contrariait le capitalisme était obligé de se comporter correctement et réciproquement. Quand le capitalisme était là, le communisme était obligé de donner un peu de liberté, d'évoluer vers les valeurs agréables que préconisait le capitalisme et que les gens qui vivaient sous le régime communiste espéraient. Et de l'autre côté, les Occidentaux qui vivaient sous le régime libéral et capitaliste, eh ben, ils regardaient les avancées, la façon dont le social était développé en URSS, comment... voilà. Et donc, ils avaient des arguments pour critiquer leur gouvernement, disant, ben voilà, vous pouvez... soigner mieux les ouvriers, vous comporter mieux avec les pauvres, etc., etc. Alors, si cette dernière interprétation a été fortement contestée à la suite des événements des années 90, entre autres par Jacques Derrida dans Spectre de Marx, 1993, des interprétations contemporaines de Hegel distinguent clairement l'utilisation par ce dernier de cette expression, de l'usage qu'en ont fait Kojève ou Fukuyama. Dans cette perspective, la fin de l'histoire est, chez Hegel, présente à chaque instant dans le processus historique, processus qui ne connaît pas lui-même de terme final. Donc la fin de l'histoire, c'est le processus de l'évolution vers son ultime perfection. À l'époque de Hegel, il ne pouvait pas parler encore d'ultime perfection. C'était en 1800 et quelques, début 1800, donc il n'y avait pas de perspective que l'humanité puisse s'unifier. Aujourd'hui, oui, on peut comprendre que, parce qu'on a créé par exemple l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, on voit qu'on peut travailler ensemble, qu'on peut travailler à l'échelle universelle. On a fait l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du travail, etc., du tourisme, l'UNESCO pour protéger toutes les œuvres d'art de l'humanité, etc. Donc on voit bien qu'on a les moyens, on a les moyens de fonctionner universellement. Ils ne fonctionnent pas bien, ces moyens. Ces moyens-là laissent à désirer. Ils sont en évolution. Ils devront évoluer. On devra les faire évoluer. Et on les fera évoluer, évidemment. Ils évolueront. Voilà. Dans cette perspective, la fin de l'histoire est chez Hegel présente à chaque instant dans le processus historique, processus qui ne connaît pas lui-même de terme final. L'usage de l'expression et les interprétations du sens à lui donner divergent ainsi fortement et demeurent l'objet du débat. Voilà. En somme, quand Hegel pense que c'est un processus qui est présent à chaque instant, la fin de l'histoire, dans l'évolution, c'est-à-dire que, en somme, ce qu'il voulait dire, c'est, je pense que c'est comme ça qu'il l'interprétait, c'est que là, on est en évolution, et cette évolution porte en elle-même la finalité, c'est-à-dire la perfection, le désir d'aller vers cette perfection. Il comporte le moteur qui va vers la perfection. Et donc, il y a la fin de l'histoire potentiellement à chaque instant. Et donc, c'est ce qui nous oblige à évoluer, à faire progresser l'évolution jusqu'à ce qu'elle atteigne son ultime perfection. Voilà. L'usage de l'expression et les interprétations du sens à lui donner divergent ainsi fortement
et demeure l'objet de débat. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Je reprends dans la foulée. Merci.